Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être ce matin avec nous pour ce webinaire sur les cultures FIT. Je suis Gisela Sanchez, responsable des projets au sein de Finance Innovation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le pôle, on est le pôle de compétitivité de la finance digitale en France. On regroupe un écosystème d'environ 600 membres. Les profils de nos membres, c'est très varié car nous travaillons d'un côté avec des startups, donc des fintech, des insurtech notamment, mais aussi avec des grands comptes, des banques, des assurances, des asset managers de la place financière. Et on travaille aussi avec des investisseurs, des incubateurs, des accélérateurs, des académiques, donc des laboratoires de recherche, des universités et des cabinets de conseil. Aujourd'hui, nous avons choisi comme sujet des discussions les cultures fit, comment recruter des candidats alignés avec la culture de votre entreprise. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir notre partenaire Romain Pichou, CEO de GetPro, et Clotilde Chappé, responsable d'évaluation chez GetPro également, qui a un parcours très scientifique, et c'est à elle qui va nous présenter les études qu'on verra dans quelques instants. Bah, très rapidement, GetPro est un cabinet, c'est notre partenaire depuis quelques temps, et un cabinet de conseil très tech. Mais je vais laisser Romain et Clotilde dans quelques instants présenter ça, ainsi que nous dévoiler l'agenda qu'ils sont préparés spécialement pour ces matins. Avant de laisser la parole à Romain et Clotilde, je vous rappelle que vous avez à droite de votre écran un chat. Donc, n'hésitez pas à poser votre question. On pourra répondre soit au fil de l'eau et sinon, à la fin du webinaire, on a quelques minutes prévues pour celle-là. Et je vous rappelle aussi que la rediffusion sera disponible dès la fin de cette séance et sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Donc, merci beaucoup. Et voilà, Romain et Clotilde, je vous laisse la parole maintenant. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, je voudrais commencer par remercier Finance Innovation de nous permettre de parler de ce sujet qui nous tient à cœur, les cultures fit. Et merci à tous pour votre présence. Alors, vous avez peut-être entendu parler du compte Instagram Balance ta Startup, qui a fait pas mal de bruit récemment. C'est un compte où on retrouve des témoignages d'employés qui dénoncent des pratiques abusives au sein de leur entreprise. Et si on regarde un peu de plus près les différents posts qui sont publiés, ce qu'on peut voir, c'est que ça décrit des situations qui enfreignent les valeurs des employés, et parfois très gravement. Et souvent, ce qui est noté, ce qui est relevé, c'est que ces mêmes valeurs sont prônées par l'entreprise. Et ça peut entraîner du bad buzz et avoir des conséquences dramatiques en termes d'image employeur. D'où l'importance aujourd'hui de s'intéresser à la culture d'entreprise et aux cultures fit. Alors, le culture fit, on en entend beaucoup parler en ce moment, et depuis un moment, on a souvent une idée de ce que ça veut dire, mais on peut se demander si ça va vraiment de soi. Parce que rien que pour le terme culture, il y a énormément de définitions différentes de ce terme. Parmi ces définitions, celle qu'on connaît bien, c'est la culture comme ce qui s'oppose à la nature, donc ce qui est créé et construit par l'homme. Ça peut être les ponts, les villes, les mathématiques. On connaît aussi le terme culture comme l'exploitation par l'homme du vivant, donc la culture du blé, la culture des terres, etc. Mais on peut aussi définir la culture comme ce qui est commun à un groupe d'individus, donc la culture d'un groupe, la culture hippie, la culture d'entreprise. Et c'est surtout du coup cette dernière définition qui va nous intéresser pour le terme culture fit. La culture d'entreprise, c'est ce qui est commun aux membres de l'entreprise. Les croyances, les initiatives qui vont être valorisées ou condamnées par les membres de l'entreprise, les méthodologies, etc. Et le culture fit, c'est donc l'adéquation entre cette culture d'entreprise et un individu. C'est en quelque sorte une forme d'accord tacite, si on veut, entre le candidat et l'entreprise sur des principes fondamentaux au travail. Donc déjà, on peut se demander d'où vient la notion de culture fit. La notion de culture fit, elle vient de l'approche interactionnelle en psychologie, qui nous explique que le comportement d'un individu, il découle de la combinaison entre son état et son environnement. Donc cette approche, elle vient un peu en réaction à une psychologie qui est très centrée sur l'individu. Pour comprendre le comportement dans la psychologie classique, on va étudier la personnalité, le cerveau, la mémoire de l'individu. On va se concentrer uniquement sur l'individu. Et l'idée de l'approche interactionnelle, c'est de dire que non, il y a une perpétuelle interaction entre l'individu et le milieu dans lequel il évolue. Et c'est cette interaction qui entraîne ces comportements. Donc, si on essaye de reporter ça dans le monde de l'entreprise, ce qu'on peut conclure, c'est qu'un même individu ne va pas se comporter pareil dans deux entreprises différentes. Donc, il ne suffit pas de bien connaître son candidat, il faut aussi savoir si l'entreprise dans laquelle il va évoluer est un environnement favorable pour lui.
Par exemple, si on prend un candidat brillant qui aurait un fort besoin d'autonomie, dans une entreprise donnée, il va être extrêmement performant, ça va très bien se passer. Et dans une autre entreprise qui a une culture un peu plus rigide, où il aura une liste de tâches bien définie, il va potentiellement devenir assez peu performant malgré ses capacités. Il va avoir tendance à vouloir changer d'entreprise dès que l'occasion se présente. Pour nous, dans l'entreprise, dans la représentation qu'on a du culture fit, on a atteint un stade où il y a quasiment une autonomie fonctionnelle, c'est-à-dire on cherche le culture fit pour le culture fit. Si on regarde un peu plus en détail, déjà côté entreprise, on se rend compte que, en réfléchissant un peu, si on cherche le culture fit, en fait, c'est parce qu'il est lié à des outputs qui sont intéressants. C'est-à-dire, si on a un culture fit, on se dit le collaborateur va être plus performant. Et on se dit également, il va probablement rester plus longtemps au sein de l'entreprise. Et on peut voir que c'est un peu la même chose du côté du candidat. C'est-à-dire que le candidat, il se dit, c'est la même chose, mais de son point de vue, il se dit, s'il y a un bon culture fit, je vais être plus heureux au travail, je vais avoir une plus grande job satisfaction. Et donc, il est probable qu'il reste plus longtemps également, vu que c'est un environnement qui est bon pour lui, et il va trouver un succès dans sa carrière, puisque comme c'est un environnement qui est bien pour lui et dans lequel il peut se développer, il va réussir. En tout cas, ça, c'est la représentation qu'on en a. Et peut-être que Clotilde, tu peux nous donner des éléments un peu plus issus de la recherche. Est-ce que ça va dans ce sens ou pas? Oui, en effet, ce qu'on voit, c'est que ces intuitions, elles sont confirmées par la recherche. On sait que les candidats qui ont un bon culture fit avec leur entreprise, ils ont un salaire 22% plus important que les autres et une satisfaction au travail de 15% plus élevée que ceux qui ont un moins bon fit avec leur entreprise. Pour l'organisation, le culture fit, c'est très intéressant parce que c'est corrélé à la performance, à 0,28, et à la rétention. Ça peut aller jusqu'à 0,38. Donc concrètement, quelle approche on peut adopter pour analyser le culture fit? Donc on a défini le culture fit comme l'adéquation entre un individu et une entreprise, mais ça reste assez abstrait. Donc on peut se demander sur quel plan on va pouvoir analyser cette adéquation. Et en réalité, il y a beaucoup d'approches différentes dans les études sur le culture fit. On peut se pencher sur une adéquation des personnalités, des objectifs, des valeurs, etc. Et pourtant, quand on parle de culture fit, on fait le plus souvent allusion à un fit sur les valeurs. C'est-à-dire qu'on va penser tout de suite au fait que le candidat et l'entreprise doivent partager les mêmes valeurs. Alors, pourquoi cette concentration uniquement sur les valeurs? Est-ce que ça apporte quelque chose en plus que les autres formes de fit? Le culture fit sur les valeurs, ça permet d'avoir les données les plus robustes en termes de corrélation. On sait que notamment, c'est ce qui prédit le mieux la rétention. Et de manière générale, il y a plus d'études qui ont été faites sur le sujet que sur les autres formes de fit. Donc les résultats sont plus solides, plus répliqués. On sait également que les valeurs, c'est quelque chose qui évolue assez peu au cours de la vie d'un individu. Et du coup, c'est plus facile de prédire un fit à long terme. Et enfin, le fit sur les valeurs, il est plus explicatif. Il permet de prédire plus de choses. C'est un peu comme le facteur premier de tout le reste. Et du coup, à partir d'un fit sur les valeurs, on peut prédire les autres formes de fit. Alors, pourquoi les valeurs, c'est aussi explicatif? En fait, les valeurs sont à l'origine de nos comportements, en partie. J'entends par valeur les grands principes, les grandes idées auxquelles on adhère. Par exemple, ça peut être la liberté, la justice, etc. Et les comportements, c'est simplement l'ensemble des réactions observables qu'un individu va pouvoir avoir. Et ce qu'on sait, c'est que les valeurs, elles influencent nos comportements par l'intermédiaire de nos opinions, ce qu'on appelle des attitudes en psychologie. Donc, par exemple, si on adhère très fortement à la valeur de collaboration, ça va entraîner une opinion favorable en termes de travail de groupe. Et concrètement, ça va se répercuter dans nos comportements. On va avoir tendance à partager plus facilement les informations utiles aux autres. Pour donner un autre exemple, si on adhère à la valeur innovation, on va être favorable dans nos états d'esprit, dans nos opinions aux nouvelles technologies. Et très concrètement, on va avoir tendance à intégrer plus facilement les nouveaux outils dans nos processus. Donc, évidemment, c'est une simplification du modèle. On ne peut pas simplement juste mesurer les valeurs et déduire, prédire les comportements de quelqu'un. Donc, par exemple, s'il va changer d'entreprise à un instant T ou accepter un poste, etc. Mais par contre, quand on a une bonne idée de ces valeurs,
on peut anticiper une tendance générale de son comportement. Un paradoxe que Clotilde va peut-être nous aider à comprendre, c'est le fait qu'il y a une tension assez forte au sein des entreprises entre chercher le culture fit ou l'homogénéité et en même temps chercher la diversité et le non-conformisme. Ici, j'ai fait une petite capture d'une partie de l'équipe d'une entreprise française qui prône le non-conformisme. Et en fait, quand on regarde les personnes qui recrutent, eh bien, ce sont quasiment tous, ou tous même, des blancs caucasiens. Et quand on regarde leurs diplômes, ils sont tous diplômés de grande école de commerce ou grande école d'ingénieur. Et ils ont tous entre 25 et 35 ans. C'est comme si le discours du culture fit l'emportait sur un autre discours, celui de la diversité. Donc, deux idéologies qui seraient en concurrence quelque part. Et ce qui est très intéressant quand on recrute sur les valeurs, c'est qu'on va pouvoir rassembler des personnes qui sont assez différentes en apparence. Donc, pour comprendre ça, il y a notamment un large panel d'études en psychologie sociale qui s'intéresse à la collaboration de groupe et qui montre que lorsqu'un groupe est hétérogène d'un point de vue démographique, donc le milieu social, le sexe, l'âge, etc., ça peut, dans certains cas, altérer la performance de groupe. Et ça, c'est dû au fait qu'on perçoit surtout les différences dans un groupe qui est visiblement hétérogène. On ne se perçoit pas comme un groupe. Du coup, on n'a pas l'impression d'avoir des intérêts communs. C'est plus difficile de créer cette norme de collaboration qui va permettre d'échanger plus facilement. Alors que quand un groupe est homogène, visiblement, on va très vite se percevoir comme unis et on va supposer qu'on partage les mêmes principes. Ça va être un peu plus rapide, du coup, de s'entendre sur des normes de collaboration. Et ce qui se passe au fil du temps, à force d'interagir et de collaborer, c'est que les différences superficielles, donc les différences démographiques, elles finissent par ne plus compter. Et c'est les différences sur les valeurs qui se font sentir. Donc, par exemple, si on prend un groupe d'individus de la même école de commerce, au début, ils vont sentir pas mal de points communs entre eux, ils vont avoir potentiellement des a priori plutôt positifs les uns sur les autres. Mais ce qui va vraiment compter à long terme pour qu'ils collaborent correctement entre eux, c'est qu'ils partagent les mêmes valeurs. Et ça va se faire sentir uniquement au fil du temps. Et donc, à l'inverse, si on arrive à regrouper des personnes dès le départ autour de normes, de principes communs, plutôt qu'autour de différences superficielles, on va avoir des groupes qui sont hétérogènes en apparence, mais qui collaborent très bien entre eux. Et réussir à faire travailler des personnes qui sont très différentes entre elles, c'est très bénéfique pour la résolution de problèmes complexes, et aussi pour l'innovation. Alors, le culture fit en pratique. Est-ce que quelqu'un peut arriver à deviner de quelle entreprise sont les valeurs communication, respect, intégrité et excellence? C'est une entreprise connue, ou en tout cas qui a été très connue. Est-ce que quelqu'un arrive à deviner? Vous pouvez mettre la réponse dans le chat si vous pensez avoir trouvé. Il y a une réponse. Apple? Non, c'est pas Apple, celle-ci. C'est une entreprise qui s'appelle Enron et qui a défrayé la chronique au début des années 2000. Donc cette entreprise, elle était d'abord connue parce qu'elle connaissait une croissance qui était absolument époustouflante et elle avait atteint c'était la 7e plus grosse capitalisation financière mondiale. Une croissance époustouflante, elle était dans le secteur de l'énergie. Et en 2001, lorsque la bulle Internet a pété, elle a été emportée, mais c'est une faillite qui est particulière dans ce contexte puisqu'elle a été causée parce qu'on a compris qu'elle fraudait massivement. C'était une entreprise cotée qui fraudait massivement avec un mécanisme de type pyramide de Ponzi, c'est-à-dire qu'elle finançait des dettes par de la dette. Et lorsqu'elle a été emportée, elle a licencié donc ses 20 000 salariés, mais aussi ses principaux actionnaires, c'était des fonds de pension américains. Et donc, il y a plein de petits épargnants et de retraités américains qui se sont retrouvés complètement dépossédés et sans retraite.
Et là, ce qu'on voit, c'est que les valeurs d'Enron, elles étaient absolument pas alignées avec ce qu'était l'entreprise. C'est-à-dire, c'était une entreprise qui avait monté une structure complètement opaque, avec des centaines de filiales offshore qui l'aidaient à faire des montages financiers frauduleux. C'était une équipe qui n'était pas du tout intègre, hein, puisqu'on sait qu'ils avaient conscience c'était totalement conscient, hein, le fait qui me faisaient des montages financiers qui étaient complètement illégaux, et ils se sentaient pas concernés ni par leurs actionnaires ni par leurs employés qui ont été amenés dans des situations personnelles dramatiques suite à cette faillite. Du coup, se pose la question, comment est-ce qu'on définit les valeurs d'une entreprise? Puisqu'Enron avait défini des valeurs et que ces valeurs-là n'étaient pas du tout les siennes. En général, on voit il y a deux procédés, en tout cas deux tendances. C'est l'approche un peu bottom-up, où on réunit les collaborateurs, soit dans un workshop, soit dans un séminaire, et lors d'un travail collectif, on fait émerger les valeurs de l'entreprise. Et l'autre approche, c'est celle où les fondateurs ou une équipe restreinte réfléchit, médite un peu sur ces valeurs et fait ressortir ces valeurs. Et donc, soit c'est le tout début de l'entreprise, et après, ils recrutent avec un alignement sur ces valeurs, soit c'est un peu plus tard, et dans ce cas-là, ensuite, on essaie de relire l'histoire de l'entreprise de ce point de vue-là. Avec ces deux méthodologies, elles présentent deux difficultés qu'on va voir tout de suite. La première, c'est que on peut pas déterminer en une fois les valeurs de l'entreprise et puis ensuite les laisser figées. Donc, un exemple assez connu, c'est celui de Uber, qui a eu des valeurs qui ont contribué à aider l'entreprise à prendre sa place de leader en tant qu'opérateur de VTC, des valeurs très orientées confrontation, hein, combat, donc always be hustling, meritocracy and toe-stepping, and principle confrontation. J'en ai pris 3 hein, sur les 14 valeurs initiales de Uber. Always be hustling, ça veut dire c'est être toujours sur le qui-vive, mais de manière un peu brutale, quoi, en jouant des coudes, en n'hésitant pas à s'imposer. Meritocracy and toe-stepping, ça veut dire il ne faut pas hésiter à marcher sur les pieds des autres collaborateurs, à faire leur travail à leur place si ça avance pas assez vite. Et principle confrontation, ça veut dire par principe, on choisit la confrontation plutôt que la négociation. Donc on voit que c'est des valeurs qui sont assez agressives, mais sur un marché de type race, c'est-à-dire que c'est un marché où il y a des effets de réseau, et si on arrive à atteindre la masse critique, et bien ensuite on a une force considérable sur le marché, ce type de culture guerrière, bon, ça a pu fonctionner. Mais en grandissant, ça a aussi conduit Uber à de très nombreux problèmes culturels. Et lorsque Travis Kalanick a été limogé du poste de CEO, son successeur, une des premières choses qu'il a faites, c'est il a retravaillé ses valeurs. On voit que l'esprit n'a pas totalement disparu, hein, puisque Always be hustling, c'est We persevere, c'est une version très édulcorée en effet, mais il y a cette idée de combativité. Meritocracy and toe-stepping, c'est We value ideas over hierarchy. Donc c'est la même idée aussi. C'est que le meilleur gagne, les meilleures idées, la meilleure approche, mais avec quelque chose d'un petit peu plus policé. Principle confrontation, là, ils l'ont complètement enlevé, hein, et we do the right thing. Donc, on en arrive à un côté plus moral de l'entreprise. Vous aurez pu le noter, Uber, mais comme de nombreuses entreprises qui ont fait un bon travail sur leurs valeurs, elles ne disent pas juste nos valeurs, c'est bienveillance, innovation, méritocratie ou des choses comme ça. Elles formulent dans des petites phrases ces valeurs, et en fait, ça contient beaucoup plus d'informations que la valeur seule. Là, j'ai pris 3 valeurs qui viennent de Google. Donc, la première, c'est orientation client. Et là, c'est focus on this user,
focus on the user and all else will follow. On voit que pour un éditeur de logiciels en self-service, c'est-à-dire que l'utilisateur déploie lui-même, c'est un facteur clé de succès. Le fait qu'il y ait une orientation utilisateur qui soit très prononcée. Donc, on a une valeur un peu générique et une formulation qui colle bien à ce que fait Google. Don't be evil, cet appel à la moralité, c'est peut-être la valeur la plus connue de Google. Et ça nous amène à la deuxième raison de trouver un bon packaging pour ces valeurs, c'est que c'est beaucoup plus facile à mémoriser si vous avez trouvé une formulation un petit peu rigolote, facilement mémorisable. Et excellence, great just isn't good enough. Donc, cette idée de challenger toujours un peu plus le travail qu'on a fait pour aller chercher plus loin, une plus grande qualité. Et ce qui est important, si un groupe partage du coup ces mêmes valeurs, c'est qu'on puisse les expliciter. C'est ça qui va renforcer la cohésion au sein de l'entreprise. Donc, comme on l'a vu, ça va permettre de créer une norme de collaboration commune et ça va faire en sorte que des personnes très différentes puissent collaborer entre elles. Et d'autre part, si les valeurs sont réactivées, c'est-à-dire si elles sont rappelées à la personne, elles ont beaucoup plus d'impact sur le comportement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet d'activation de la norme. L'une des premières études qui a été menée sur le sujet, c'était en 90. Des chercheurs ont noté la phrase « ne pas jeter sur la voie publique » sur un prospectus qu'ils distribuaient. Et en fait, seulement 10% des personnes le jetaient quand même, contre 25% si la phrase n'était pas notée. Donc, si cette norme n'était pas rappelée. Et après ça, il y a eu toute une série d'études qui a suivi, notamment celle de Mayo et Olson en 1994, qui permet de mieux comprendre comment fonctionne cette activation de la norme. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé à des participants d'analyser plutôt une campagne de dons contre le cancer. Donc, dans un premier groupe, la campagne était orientée de façon altruiste, avec des slogans tels que « Help Others' Life ». Et dans un deuxième groupe, la campagne était utilitariste. Donc, c'était orienté avec des slogans plus comme « Save Your Future ». Et à la fin de l'expérience, on a demandé à tous les participants s'ils voulaient donner pour la recherche contre le cancer. Et au préalable, on avait mesuré les valeurs des participants. Et ce qu'on voit, c'est que les individus qui n'avaient pas une valeur altruiste forte n'avaient pas l'intention de donner en moyenne dans les deux conditions. Par contre, les individus avec cette valeur altruiste forte, ils avaient l'intention de donner, mais beaucoup plus dans la condition 1, c'est-à-dire lorsqu'on avait réactivé cette valeur pour eux. C'est-à-dire que si on ne leur rappelle pas la valeur altruiste, ils n'ont pas forcément le comportement qui est en cohérence avec cette valeur. Alors, comment est-ce qu'on évalue le culture fit? Dans les entreprises en général, ce qu'on voit, c'est que le culture fit, on essaie de le mesurer lors des moments de convivialité. Donc, on dit on va prendre un café avec le candidat, on va l'inviter dans un pot d'entreprise, où on va faire un déjeuner avec lui. Et donc, voilà, cette approche, elle est assez répandue. Et peut-être, Clotilde, tu peux nous donner un feedback un peu sur cette pratique? Le problème de cette approche, c'est qu'il n'y a aucune preuve que ce soit fiable pour mesurer le culture fit. Et c'est plutôt une mesure, du coup, très subjective, potentiellement très biaisée aussi, et qui serait plutôt du fit entre la personne et le manager qui va recruter, ou entre la personne et le groupe qui va juger le fit. Mais ça ne mesure pas vraiment le fit entre le candidat et la culture d'entreprise. Et le problème également, c'est que lorsqu'on en reste à une impression très subjective, ça va favoriser la reproduction sociale. Donc, on va surtout choisir des personnes qui nous ressemblent sur des critères comme le milieu social, l'école, etc. Et si on prend un peu de recul, ce qu'on sait, c'est que le culture fit, il agit surtout à 3 moments clés. Donc, au moment de l'attraction, c'est quand les candidats vont postuler pour des entreprises qui leur parlent. Donc, c'est important d'avoir du coup bien travaillé ces valeurs, de savoir les communiquer. Le deuxième moment, c'est la sélection. C'est le moment où l'organisation va choisir le candidat parmi d'autres. Et là, en général, le fit se fait de façon subjective. Et du coup, ça va entraîner pas mal d'homogénéité.
Et le moment de l'attrition, donc ce qu'on appelle l'attrition, c'est l'usure, c'est-à-dire au bout de quelques mois, quelques années, le candidat qui n'a pas un bon culture fit risque soit d'être licencié, soit de partir par lui-même. D'où l'importance au préalable, donc au moment de la sélection, d'avoir une mesure la plus objective possible afin que le fit tienne sur le long terme. Une autre approche qui est beaucoup moins répandue dans les entreprises, c'est mesurer le culture fit avec des entretiens structurés. Donc une méthode qui est éprouvée pour évaluer plein de choses sur les candidats. Comment ça marche? Bon, déjà, il faut avoir fait le travail préalable pour avoir identifié les valeurs de l'entreprise. Mais à partir du moment où on a ça, on peut mettre en place un processus où on va évaluer, donc en posant les mêmes questions à tous les candidats, leurs valeurs. Donc ici, j'ai pris un exemple de valeur encore chez Google, You can be serious without a suit. Et donc, plutôt que de prendre à la lettre la valeur, on va essayer d'en tirer des conséquences. On va la prendre au sens figuré. Donc, une première question qu'on pourrait poser, c'est comment aimeriez-vous venir habillé au bureau et pourquoi? Ce qu'on peut ne pas vouloir entendre, c'est si un candidat dit moi j'essaie de très bien m'habiller pour influencer les débats. Ça collerait pas du tout avec le discours de Google. En revanche, une réponse comme j'essaie de m'habiller de la manière la plus ergonomique possible pour être très à l'aise à mon poste de travail et parce que je considère que la tenue vestimentaire ne doit pas avoir une influence sur la valorisation de mes idées. Ça, c'est quelque chose qui irait dans le sens des valeurs de Google. Une deuxième question qu'on pourrait poser, c'est vous avez raison, mais votre manager insiste pour vous convaincre alors qu'il a tort. Comment réagissez-vous? Ici, le point, c'est que derrière You can be serious without a suit, il y a l'idée que la valeur d'une argumentation, elle ne peut pas être liée à des symboles, comme une tenue vestimentaire, un niveau hiérarchique ou tout autre pouvoir symbolique. Et du coup, lors d'un débat d'idées avec son manager, eh bien, on ne doit pas plier parce que celui-ci est dans une position hiérarchique supérieure. Maintenant, là où il faut être vigilant, c'est que la personne, elle peut répondre en se référant à une autre valeur. Par exemple, si elle est non conflictuelle, elle peut dire, eh bien, moi, si la personne, si je pense que je ne peux pas la convaincre parce qu'elle est trop insistante, eh bien, je préfère arrêter le débat à ce niveau-là parce que je n'ai pas envie de rentrer dans un conflit. Donc là, une autre valeur. Il faut savoir interpréter les réponses et voir à quelle valeur se réfère le candidat. Et dernier petit exemple, pensez-vous que les diplômes sont importants? Ils peuvent être importants pour tout un tas de raisons, mais ce qu'on ne veut pas entendre par rapport à cette valeur de Google, c'est ils sont importants parce qu'ils permettent d'influencer les décisions des managers ou des autres collaborateurs. Ça ne va pas dans le sens des valeurs de Google. En plus, du coup, de l'entretien structuré qu'a présenté Romain, il y a d'autres moyens de mesurer le culture fit et pour avoir une bonne objectivité. C'est assez peu utilisé en recrutement, mais ça a des effets sur l'objectivité. C'est le test psychométrique. Il en existe plusieurs pour mesurer le culture fit. Et on a notamment l'exemple de l'OCP, donc Organization Culture Profile, dans lequel vous avez une liste de 54 items différents qui permettent de balayer un ensemble de valeurs qu'un individu et une entreprise peuvent avoir. Donc, par exemple, pour la valeur stabilité, au lieu de poser la question « est-ce que la stabilité, c'est une valeur pour vous ?», on va avoir des items qui s'y réfèrent. Donc, par exemple, la sécurité de l'emploi, un faible niveau de conflit, et ainsi de suite. Pour la valeur innovation, on aura des items comme la prise de risque et la volonté d'expérimenter. Pour mesurer le culture fit, on va demander au candidat de noter sur une échelle de 1 à 9 à quel point il accorde de l'importance à chacun de ces 54 items. Donc, par exemple, on peut lui demander à quel point le fait d'être organisé est important pour vous sur une échelle de 1 à 9. Et on va poser la même question à quelques employés qui doivent répondre au nom de leur entreprise. Donc, à quel point le fait d'être organisé est important pour votre entreprise. C'est ce qu'on appelle une mesure commensurable, c'est-à-dire qu'on va mesurer la même chose côté candidat et côté entreprise.
Et du coup, ça va permettre de comparer facilement les valeurs de l'entreprise et celles du candidat. Et ensuite, on peut calculer du coup un score de culture fit pour chaque candidat et les comparer entre eux. Voilà, donc s'il fallait retenir uniquement quelques petites choses de ce webinaire, on pourrait dire que premier point important, on mesure le culture fit à l'aide des valeurs. C'est l'approche qui a été retenue à la fois dans la pratique par les entreprises, mais également dans les départements de recherche. Le culture fit, ça permet de prédire plusieurs outputs qui sont importants pour les entreprises, c'est la performance et la rétention. Et donc là, c'est pareil, l'expérience pratique des entreprises et les résultats dans la recherche arrivent à la même conclusion. Les valeurs, elles doivent être entretenues et évoluer. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qu'on laisse ensuite dans son coin et auquel on se réfère ponctuellement. Plus on se réfère à ces valeurs et plus on réfléchit sur la manière dont elles fonctionnent dans l'entreprise, plus elles sont opérantes. Il est important également de travailler sur la formulation des valeurs. Elles deviennent plus faciles à mémoriser et elles contiennent plus d'informations pour dicter le comportement des collaborateurs. Et enfin, les meilleures approches pour évaluer le culture fit, celles qui ont trouvé la plus grande validité dans la recherche en tout cas, c'est celles qui le mesurent objectivement, soit en entretien structuré, soit avec des outils psychométriques. Voilà, donc si des personnes ont des questions, eh bien, je crois que c'est le moment. Merci beaucoup, Clotilde. Merci beaucoup, Romain. C'était top. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. J'avais une question. Donc, du coup, tout le processus, tout ce que vous venez de nous présenter, c'est applicable à n'importe quelle taille d'entreprise? Absolument, oui. Définir ses valeurs, ça, je pense que quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est possible. Après, j'imagine que dans une entreprise de plusieurs milliers de collaborateurs, ça nécessite un peu plus de boulot opérationnellement pour l'organiser. Mais oui, c'est un travail qui est possible dans tous les types d'entreprises. Et ce qui est intéressant, excuse-moi, sur les très grandes entreprises, c'est qu'on va avoir après des sous-cultures. Donc, avoir après avec quel type d'environnement le collaborateur va interagir le plus souvent. Et on peut analyser du coup une sous-culture si c'est un groupe de travail qui va être amené à collaborer spécifiquement avec cet employé. Et après, évaluer le culture fit, eh bien, ça, non seulement c'est possible dans tous les types d'entreprises, mais je pense que c'est assez important puisque ça a des conséquences en termes de rétention et de performance qui sont non négligeables. Parfait, merci. Alors, il y a une question de Martin. Comment connaître les codes d'une entreprise quand on souhaite l'intégrer? Tu veux répondre, Clotilde? Alors, comment connaître les codes de l'entreprise? Donc, du point de vue candidat, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça, oui. Donc, c'est important déjà de se renseigner sur tous les moyens qu'on peut sur Internet, de voir si l'entreprise a déjà énoncé ses valeurs, elle a déjà travaillé. On peut voir facilement si une entreprise a bien travaillé sur ses valeurs ou si c'est des valeurs un peu standards. Et ensuite, c'est aussi dans l'interaction au moment du recrutement avec la personne qui nous reçoit. C'est là qu'on peut aussi déjà en parler explicitement et puis aussi capter quelques signaux faibles. Une pratique qu'on a vue parfois, c'est des candidats qui vont contacter directement des collaborateurs de l'entreprise et qui vont leur poser des questions, chercher des feedbacks de ces personnes-là. Donc, en dehors du processus de recrutement, un petit peu à côté. Donc, ça permet d'avoir des informations qui sont un peu moins travaillées, publiques. Merci. Alors, il y a une autre question de Marie Cornet. Alors,
avez-vous des éléments en termes d'incidence au niveau de la santé dans l'application du Culture Fit? Ah, c'est une bonne question. Ouais. Moi, je ne connais pas d'études sur le sujet et je ne sais pas si toi, Clotilde. Alors, la santé des collaborateurs? Oui, la santé des Oui, collaborateurs. je pense qu'elle parlait de ça. Oui, ça corrèle avec une satisfaction en général. Du coup, les candidats qui sont dans des environnements qui leur correspondent, ils vont se sentir mieux. Bon, après, on peut déduire, je ne connais pas des études précisément sur le sujet de la santé, qu'est-ce que ça pourrait impliquer au niveau de la santé concrètement, mais on peut imaginer que s'ils se sentent mieux, d'un point de vue psychologique, ça va avoir évidemment des répercussions après sur leur état physique et psychologique. Ok, j'espère que ça a répondu à la question. Je pense que ce sont toutes les questions qu'on a pour l'instant. De toute façon, voilà, je rappelle aux participants que voilà, vous savez les coordonnées de Roman et Clotilde dans la présentation. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je peux faire la mise en relation si besoin. Et voilà, est-ce que Roman et Clotilde, vous voulez clôturer avec un dernier mot? Voilà, vous avez déjà fait un peu les récaps de tout, mais je ne sais pas si vous avez un dernier message que vous voulez faire passer. Merci beaucoup, Gisela. Et puis Finance Innovation. En fait, le Culture Fit, je pense que le sujet, il est présent un peu dans la tête de tout le monde, dans les entreprises tech. C'est un terme dont on parle beaucoup et on le retrouve un petit peu dans la pratique. Et je pense que c'est un axe de progression sur lequel il y a beaucoup à gagner en allant plus loin, parce que ça permettrait d'avoir des recrutements qui soient peut-être un peu plus inclusifs et de mieux réussir certains recrutements. Donc c'est un sujet, ça vaut la peine d'y réfléchir et de travailler sur ce sujet. Et dans le monde des startups, Roman, vous pensez qu'il y a encore du travail à faire? C'est encore méconnu ou pas assez exploité? Vous pensez ça? Le Culture Fit, c'est très connu. Ce qu'on voit dans la pratique, c'est que le Culture Fit, il est beaucoup évalué à l'aide de moments de convivialité, c'est-à-dire en prenant un café, en allant au restaurant et ce genre de choses. Et Clotilde montrait tout à l'heure que, en fait, cette méthodologie pour évaluer le Culture Fit, elle présente pas mal de soucis. Notamment, c'est beaucoup le point de vue du manager ou des personnes qui sont là, qui va, par exemple, un manager, il va spontanément chercher des gens qui lui ressemblent. C'est une tendance très naturelle. Et en fait, ce qu'il va trouver, c'est pas des personnes qui fit forcément avec l'entreprise, mais des gens qui fit avec lui. Et c'est pas exactement la même chose. Voilà, ça c'est un des problèmes que ça pose, quoi. Donc là-dessus, sur l'évaluation du culture fit, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire et ça peut être très bénéfique pour les entreprises. Je pense que tu es d'accord, Clotilde. Oui, et en fait, je pense que le culture fit, on a un peu l'intuition que c'est quelque chose qui se ressent et qu'on n'a pas besoin de l'évaluer objectivement parce que c'est une question de feeling, voilà. Et c'est pour ça, je pense que ça se fait de façon assez subjective et qu'on laisse ça vraiment à l'intuition. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'est un peu comme tout le reste, ça doit aussi être valorisé par une démarche objective, comme toutes les autres mesures pour évaluer un candidat. Parfait, très intéressant, honnêtement. Merci beaucoup, Roman et Clotilde. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous les participants. Bon, voilà, vous sachez que la diffusion sera disponible dans quelques instants et sur la chaîne YouTube Finance Innovation. Et n'hésitez pas à nous contacter les pôles ou contacter Roman et Clotilde pour avoir plus d'informations. Merci et à très vite. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.